l'invité de ce journal. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous repartez ce soir après un 4e séjour intense. Vous avez reçu, je le disais, une délégation de FLNKS ce matin après celle de lundi dernier. Le FLNKS ne veut pas de l'accord de Bougival. Il vous l'a redit aujourd'hui. Seulement les autres partenaires ont travaillé pour et ont travaillé donc à la traduction de cet accord. Pensez-vous que cet accord peut se passer de la position du FLNKS? Mais moi, je ne veux pas faire un accord sans le FLNKS, encore moins contre le FLNKS. Mais c'est à lui de décider. L'accord signé le 12 juillet dernier à Bougival représente une avancée majeure pour la Nouvelle-Calédonie. Non seulement elle permet la stabilité, donc aussi la reprise économique, la construction, le soulagement que j'ai ressenti tout au long de cette semaine de la part des Calédoniens, mais elle permet des avancées grâce à la création d'un État, la Nouvelle-Calédonie, qui pourra être reconnu au niveau international, qui va bénéficier d'une double nationalité, même si tout le monde pourra rester français, qui va être doté d'une loi fondamentale. Le prochain congrès aura à l'élaborer, qui va assumer la responsabilité internationale, avec des compétences régaliennes qui peuvent être transférées à travers un mécanisme qui passe par le Congrès, ensuite par le vote des Calédoniens, enfin avec une reconnaissance pleine et entière de l'identité kanak, sur la base évidemment de l'accord de Nouméa. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais ces bases-là sont essentielles. Si on les met de côté, si on les met à la poubelle, on ne pourra pas avancer. Donc, en partant de Nouvelle-Calédonie, parce que je suis arrivé où il y avait un doute. Hein, est-ce que Bougival est-il encore mort? C'était ça l'expression. Non, non, je réaffirme que l'accord va être mis en œuvre à travers la réforme constitutionnelle, puis la loi organique spéciale. Tout le monde va être associé à son élaboration et que le calendrier est maintenu. Mais je souhaite que cet accord soit nourri encore des discussions avec l'ensemble des partenaires politiques, non indépendantistes comme indépendantistes, qui ont travaillé avec nous jusqu'à encore hier, et aussi avec le FLNKS et d'une manière générale avec la société calédonienne. Alors le FLNKS dit qu'il reste dans la dynamique de discuter, mais sur la décolonisation, la trajectoire de souveraineté, c'est acceptable selon vous? Mais il faut discuter de ces sujets, il faut discuter des conditions de la stabilité du pays, des objectifs de la reconstruction économique, pour ne pas répéter les erreurs d'avant, et parce qu'il y a beaucoup d'inégalités, nous en parlerons, et c'est notamment la société kanak et mélanésienne qui sont percutées, pas seulement, mais bien sûr par les conséquences de la crise liée aux événements de mai 2024, parce qu'il faut discuter, oui, du processus de décolonisation. Nous sommes toujours dans un processus de décolonisation, et il faut aller jusqu'au bout. La décolonisation des cœurs, des esprits, sur le plan économique et social, parce qu'il y a un sentiment souvent d'injustice, et parce qu'il faut en effet éclairer l'avenir, notamment qu'est-ce qui se passe si les 4 compétences régaliennes, monnaie, défense, sécurité, justice, étaient toutes transférées à la Nouvelle-Calédonie. Et puis il faut parler des procédures, je viens de l'évoquer, pour cela. Et puis le FLNKS m'a parlé également des signes identitaires, le nom du pays, le drapeau. C'est des sujets qui normalement doivent être discutés par le Congrès dans le cadre de la loi fondamentale. Donc sur tous ces sujets-là, il n'y a pas de problème pour en discuter entre le FLNKS et l'État, mais j'ai dit à Pierre-Chanel Tutugoro et aux autres membres de la délégation qu'il faut aussi discuter avec les autres délégations. Vous savez, si en 1988, il y a eu la paix, c'est parce qu'un indépendantiste, Jean-Marie Djibaou, et un non-indépendantiste, Jacques Lafleur, sous l'égide de Michel Rocard, se sont serrés la main. Donc il faut discuter à 3, et surtout que les composantes de la société calédonienne, pas seulement les politiques d'ailleurs, mais discutent entre eux. Donc, moi, j'accepte de discuter directement par visioconférence, de revenir, il n'y a aucune difficulté, et d'avancer sur le fond, sur les sujets que je viens d'évoquer, qui sont des préoccupations que j'entends du FLNKS, mais ce sont aussi, par exemple, les préoccupations de l'UNI, c'est-à-dire du PALICA, de l'UPM, qui travaillent avec nous et qui soutiennent l'accord. C'était les préoccupations aussi d'Emmanuel Djibaou, le député, mais il faut aussi discuter avec les autres délégations pour pouvoir avancer ensemble, parce que tout ça doit être traduit ensuite au niveau parlementaire. Ah, monsieur le ministre, il y a une polémique qui est née cette semaine. Vous disiez que le président du FLNKS avait donné son accord à sa délégation pour signer l'accord du Bougival. Christian Théin, le président du FLNKS, dit que ce sont des allégations mensongères. Votre commentaire? Que je ne veux participer à aucune polémique. Je pense que ce n'est pas utile dans
ce moment-là. Moi, je suis très respectueux des uns et des autres. J'ai dit d'ailleurs que j'étais prêt, tout en connaissant sa situation judiciaire, à rencontrer Christian Théin. Moi, je ne veux participer d'aucune discussion. Je pense qu'il faut de l'apaisement, du respect de l'État, des autres partenaires, du FLNKS, en recevant aujourd'hui, en restant un jour de plus précisément pour cette rencontre. Moi, je ne veux pas passer en force, mais je ne veux pas non plus que le FLNKS cherche à imposer sa logique, qui serait de dire Bougival n'existe plus parce que nous ne sommes pas d'accord, et maintenant il faut aller vers un autre projet, le nôtre. Non, c'était d'ailleurs pas le ton que j'entendais. Moi, je comprends les attentes, les revendications, ce que le FLNKS peut dire, même si j'ai discuté pendant 8 mois avec une délégation du FLNKS qui était conduite par Emmanuel Djibaou, pour qui j'ai beaucoup de considération. Ils ont décidé de rejeter cet accord. Je le regrette, mais il y a des bases de cet accord qui sont fondamentales. L'accord, lui, sera traduit par la loi constitutionnelle et ensuite par la loi organique spéciale et ensuite par la loi fondamentale. Donc il y a un énorme chantier pour traiter de toutes ces questions. Si on abandonnait Bougival, comme on l'appelle, il n'y aurait plus de réforme constitutionnelle, il n'y aurait plus de loi organique spéciale, il n'y aurait plus de loi fondamentale, donc on n'aurait plus d'État, plus de nationalité, plus de loi fondamentale, plus de transfert de la compétence internationale, plus de la possibilité de transférer les compétences régaliennes, plus de charte des valeurs calédoniennes qui peuvent intégrer, qui doivent intégrer la charte des valeurs kanak. On ne parlerait plus de cela, donc on serait dans une impasse, on reviendrait au lendemain du 3e référendum. Donc, vous craignez un nouveau 13 mai ? Il faut avancer. Non, c'est impossible d'avoir un 13 mai vu l'état du pays, la misère, la pauvreté, des gamins qui ne mangent pas à leur faim, l'effondrement de l'économie, la douleur que l'on ressent dans les familles. Il y a eu des morts, des blessés, donc on ne peut pas parler de ces questions à la légère. La seule chose que je peux vous dire, je l'ai dit l'autre jour en répondant à l'une de vos questions dans une autre émission, l'État est prêt avec ses forces de gendarmerie, de police, pour protéger tous les Calédoniens. Mais il faut aller de l'avant, il faut relever le pays. Et on a besoin de cet accord. On a dit souvent, Valls, s'il fait un chantage, il dit s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'aide économique. Mais on a amené déjà près de 3 milliards de soutien. Et j'ai annoncé des soutiens au secteur de la santé ou de l'aide alimentaire. Et on va continuer. Mais non, on a besoin de stabilité et d'un accord. Et moi, je suis convaincu qu'on peut entraîner tout le monde. Et je veux entraîner tout le monde. Mais ma responsabilité, c'est ce que demandent aussi, je crois, les Calédoniens, c'est qu'on avance, et les autres forces politiques, indépendantistes et non indépendantistes, ont eu le courage, et ont le courage tous les soirs de défendre cet accord. Mais ensemble, avancerons, c'est ça qui est le plus important. Monsieur le ministre, une des choses majeures que vous avez pu réaliser cette semaine avec les groupes politiques, c'est bien sûr l'installation du comité de rédaction de l'accord de Bougival. Les groupes politiques, les loyalistes, Rassemblement, Calédonie Ensemble, l'Éveil Océanien et l'UNI ont dit leur satisfaction d'avoir finalisé ces travaux sur le projet de loi constitutionnelle, mais il reste bien sûr la suite qui dépend de l'avenir du gouvernement. Tout de suite, quelques explications avec Maëlys Vézir. Si François Bayrou est aujourd'hui sur un siège éjectable, la chute éventuelle de son gouvernement le 8 septembre prochain ne devrait pas chambouler le calendrier de l'accord politique de Bougival, selon les élus locaux. Sur la question de la chute du gouvernement, il n'y a pas d'inquiétude, c'est-à-dire il y aura une continuité de l'État en cas de chute du gouvernement. Là où ça complexifierait les choses, c'est s'il y avait dissolution. S'il y avait dissolution, très clairement, ça remettrait en cause le processus. Si c'est simplement, entre guillemets, la chute du gouvernement, il y aura une continuité de l'action de l'État. Le gouvernement démissionnaire de Bayrou continuerait à gérer les affaires courantes du pays, dont le dossier calédonien, avec plusieurs urgences à traiter rapidement. Il y a une urgence sur la loi organique qui concerne le report des élections provinciales. Ça, c'est certain parce que ces élections, elles sont prévues normalement au 30 novembre sur la loi organique actuelle. Donc, si on veut reporter les élections, il faut adopter cette loi le plus vite possible. Donc, de ce point de vue-là, il n'y aura pas de conséquences sur le calendrier initial. Par contre, sur la loi de révision de la Constitution, la nomination d'un nouveau gouvernement peut rebattre les cartes. Si le gouvernement change de méthode, obligatoirement, la révision peut être remise en cause. Mais en l'état actuel, on voit mal comment, justement, le calendrier peut être remis en cause. Le respect du calendrier est donc aujourd'hui entre les mains des élus nationaux. Pour rappel, ce calendrier devrait se tenir aux dates suivantes.
Pour la loi constitutionnelle, une présentation en Conseil des ministres le 17 septembre, un débat en novembre au Sénat et en décembre à l'Assemblée nationale, puis une potentielle adoption fin décembre au Congrès de Versailles. Du côté de la loi organique, l'examen le 17 septembre en commission des lois du Sénat, puis le 23 septembre en séance au Sénat et dans la foulée à l'Assemblée nationale. Elle devrait ainsi être promulguée courant octobre et ainsi repousser les élections provinciales à juin 2026. Monsieur le ministre, avant de parler du Excellent calendrier... reportage, c'est très pédagogique. Avant de parler du calendrier, parlons du comité de rédaction. À votre sens, l'installation du comité de rédaction et puis bien sûr le travail sur le projet de loi constitutionnelle, ce sont les principales avancées que vous avez obtenues durant ce séjour? Oui, et puis ça permet d'associer par exemple le Conseil économique et social, ça permet d'associer aussi le Sénat coutumier. Il y aura un comité spécial cet automne pour associer l'ensemble des maires, parce que le statut des communes va sans doute changer. Et par exemple, je veux associer l'ensemble des forces politiques, notamment, et notamment le FLNKS, parmi d'autres, bien sûr, au travail sur la loi organique spéciale, qui va être la traduction de tout cela sur les années qui viennent. Et d'une manière générale, le Congrès avait pris une initiative très importante. Il faut associer aussi davantage la société civile, la société calédonienne. Mais nous avons bien travaillé. C'est cette méthode-là qui permet d'avancer. Et par exemple, on a confirmé 3 choses. La première, c'est que, bien évidemment, l'accord de Nouméa est bien là, c'est le socle, et il s'applique pleinement, sauf dans le champ de ce qui est lié à l'accord du 12 juillet dernier. Deuxièmement, quoi qu'il arrive, je vous le disais il y a un instant, et ça a été bien intégré dans la Constitution, on reste français. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'évolution de la Calédonie, de son statut, on gardera la nationalité française, pour ceux évidemment qui le souhaitent. Et troisièmement, la loi constitutionnelle consacre la loi fondamentale, c'est-à-dire l'auto-organisation de ses propres pouvoirs par la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire la constitution de la Nouvelle-Calédonie. C'est venu de tous et on a pu avancer. Bon, maintenant, le Conseil d'État va donner son avis, le Conseil des ministres devra l'adopter, et puis place au débat parlementaire, c'était très bien dit, en novembre et en décembre. Et d'ici là, avec le groupe parlementaire du Sénat et de l'Assemblée, avec tous les groupes politiques qui sont ceux du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, on va travailler, on va avancer, on va préciser, on va éclairer. C'est ça le travail parlementaire. On est passé d'une discussion un peu générale, non, sur un certain nombre de sujets politiques. Là, on rentre vraiment dans le concret. C'est du lourd, comme on dit. Alors justement, ce projet de loi constitutionnelle, qu'est-ce qu'il entérine exactement? Il entérine, pour bien être clair, plusieurs choses. D'abord, il entérine l'État de la Nouvelle-Calédonie, il entérine clairement la double nationalité, je viens d'en parler il y a un instant, et il entérine, pour que les choses comprennent bien, 2 choses. Une loi organique, parce que la loi organique, c'est une loi qui nécessite l'approbation en termes identiques des deux assemblées, mais il y en avait une, après les accords de Nouméa, c'est 300 articles. Donc il faut les répartir entre la loi organique, ça c'est le Parlement français, et la loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie. Donc il entérine les 2 choses, la loi organique et la loi fondamentale, et surtout, enfin, cette réforme constitutionnelle permet aux Calédoniens de voter sur l'accord en février prochain, et éclairé par les débats sur la réforme constitutionnelle et sans doute par les éléments concernant la loi organique. Il est évident que si les Calédoniens repoussaient cet accord, la réforme constitutionnelle ne s'appliquerait pas. Là, c'est dit. Mais les Calédoniens pourront voter en tout état de cause avec toutes ces avancées qui ont été possibles grâce aux élus calédoniens et ensuite à la représentation nationale. Alors justement, Monsieur le ministre, est-ce que vous estimez que le plus dur est encore devant? En Calédonie, toujours. Mais nous avons avancé beaucoup. Vous vous rendez compte, après ce qui s'est passé en mai, que nous nous sommes retrouvés en mai 2024, à partir du mois de janvier, tout le monde a fait un effort pour discuter, ça n'a pas été facile, pour négocier, pour aboutir à cet accord du mois de juillet. Et on avance, et personne ne pensait qu'on pourrait avancer. Là, maintenant, on nous dit, attention, le gouvernement est tombé, il peut y avoir d'autres obstacles. Il y en a beaucoup. Il y a toujours des risques de violence, il y a des risques politiques, bien évidemment. Mais avançons déjà ensemble, franchissons chaque étape, et surtout, répondons aux problèmes de vie quotidienne
des Calédoniens. Monsieur le ministre, est-ce que ce comité de rédaction dont on parlait tout à l'heure pourrait aussi travailler sur le projet de loi organique spéciale dont vous parliez à l'instant et le projet de loi fondamentale? Oui, le projet de loi fondamentale, ça sera le travail des élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ils auront l'organisation des institutions calédoniennes, le nom de la Nouvelle-Calédonie, les signes identitaires, la charte des valeurs et puis surtout les critères de la nationalité, de la citoyenneté calédonienne et bien d'autres sujets. Mais on l'anticipera dans le débat sur la loi organique et j'associerai tous les élus à ce travail ici en Nouvelle-Calédonie et peut-être bien au-delà. Il faut trouver sur toute une série de sujets, je pense à tout ce qui est le rôle du Sénat coutumier, la question de la coutume d'une manière générale, c'est des sujets qui reviennent. L'identité kanak, bien évidemment, elle est totalement préservée. Donc ce travail va se poursuivre. Donc c'est essentiel, je crois, pour établir les bases de cet État de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble français, mais qui a des prérogatives que, d'abord, la Nouvelle-Calédonie n'a jamais connues, qu'elle devra bien exercer, et qu'aucun autre territoire n'a. Monsieur le ministre, que devient le projet de loi constitutionnelle si le gouvernement chute le 8 septembre ? Vous savez, il y avait toujours un risque, l'instabilité. Parce que le texte doit passer en Conseil des ministres le 17. Le 17, oui, absolument. De toute façon, depuis les élections législatives provoquées par la dissolution, il y a toujours une instabilité. Moi, je le constate. Moi, j'ai réussi à faire passer des textes importants, notamment pour la reconstruction de Mayotte. Mais il y a toujours des risques. Et on savait qu'il y avait un risque en octobre avec le budget et ce qu'on appelle un 49.3 qui pouvait faire chuter aussi le gouvernement. Donc là, ça vient plus tôt. Moi, je ne réfléchis pas trop à cela parce que sinon, je ferais des cauchemars. Moi, je suis inquiet pour la France, là, hein, parce que je sens bien qu'on est au bord d'une crise politique et d'une crise civique, d'une crise démocratique, d'une crise de régime. Donc il faut faire très attention. Mais au-delà de cet avertissement, je pense que, comme l'a dit d'ailleurs Sonia Backès dans votre reportage, s'il n'y a pas de dissolution, et j'espère qu'il n'y en aura pas, pourquoi provoquer une crise supplémentaire écoutez, on verra, mais je pense qu'il y aura en effet une continuité. Est-ce qu'il peut y avoir un décalage d'une semaine, de 2 semaines, d'un peu de temps? C'est pas impossible. Mais enfin, ceux qui pensent que la chute du gouvernement entraînerait un décalage du calendrier sur la Nouvelle-Calédonie se trompent. Et en tout cas, quoi qu'il arrive sur mon sort, parce que c'est pas très important, je veillerai aux intérêts de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez peur pour votre sort ? Non, j'ai jamais peur, parce que vous savez, je ne pensais pas rentrer au gouvernement. C'était une surprise. Vous savez, j'étais déjà au gouvernement pendant 5 ans, mais je suis tellement passionné par les Outre-mer et j'aime tellement la Nouvelle-Calédonie que je veux qu'on réussisse ensemble, pas pour moi, mais pour ce territoire. Et pour cela, il faut qu'on poursuive le chemin et on le poursuivra. Monsieur le ministre, parlons maintenant de l'urgence sociale. Le territoire, vous le savez, est en souffrance. Quid des aides de l'État? Hier, vous avez visité une école à Caméré. Vous avez pu échanger avec des parents, des enseignants. Vous avez pu parler des aides que l'État pourrait accorder aux communes. Oui, il y a différents sujets qu'on a annoncés. D'abord, ce sont des compétences d'abord de la Calédonie, mais il y a 2-3 sujets qui me paraissent essentiels. Il y a, dans une société qui est malade, hein, qui est en très grande difficulté, il y a la question de la santé, puisque depuis le 13 mai 2024, 15 à 20% des personnels médicaux ont quitté le territoire et que 30% des lits d'hospitalisation conventionnels sur le territoire sont fermés et que l'offre de premier recours est particulièrement dégradée au nord et sur les îles Loyauté. Donc nous, on a signé avec la Nouvelle-Calédonie, l'État et donc l'Ordre de Malte, un soutien au secteur médical et paramédical avec une équipe de 5 personnels de santé qui vont tourner sur les territoires. J'espère qu'il y aura d'autres initiatives de ce type, mais c'est financé 1,4 million d'euros exclusivement à la charge de l'État. Nous avons décidé aussi de soutenir la demande d'aide alimentaire à travers une convention entre l'État et la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie. Là, c'est aussi 1,6 million de l'État pour distribuer davantage cette aide alimentaire à travers des locaux que la Banque alimentaire pourra occuper. Mais j'ai rencontré par exemple le Secours catholique, je pense qu'on pourra aussi générer ce type de convention. Et enfin, j'ai demandé au commissariat de travailler dans les 10 jours qui viennent sur un projet précis et chiffré avec les communes, les caisses des écoles et les CCAS, avec un objectif
D'abord, aider les communes sur la question du transport, parce qu'il y a des gamins qui ne vont plus à l'école parce qu'ils sont trop loin, ils ne peuvent plus payer le ticket de bus, ou ils sont fatigués après une journée où ils ont beaucoup marché. Et l'objectif, c'est que chaque enfant de Nouvelle-Calédonie puisse aller à l'école et être accueilli à la cantine. J'ai vu hier dans une école où les enseignants font un travail tout à fait remarquable, bénéficient d'aides, de bourses, etc. Mais il y a quand même des enfants qui mangent peu à midi ou qui ne mangent pas du tout. Et ça, c'est insupportable. Donc, l'État, évidemment avec les communes et le gouvernement et les provinces, mais l'État veut aider sur ce sujet. Alors, c'est des coûts importants. On est en train d'évaluer combien de gamins ça peut concerner. Mais là aussi, c'est un message à tous. L'État, ce n'est pas uniquement la police et la gendarmerie. L'État, ce n'est pas uniquement des subventions pour faire face aux grands problèmes financiers de la Calédonie. Nous voulons aider sur ces sujets majeurs, même si évidemment on luttera contre la pauvreté par la récupération économique. Donc nous sommes au rendez-vous et le haut-commissaire aura l'occasion dans les jours qui viennent de faire des annonces. Il travaille bien d'ailleurs, le haut-commissaire, M. Jacques Billon. Vous avez rencontré les acteurs socio-économiques. Que vous ont-ils demandé ? De la récupération économique, de la souplesse. Ils demandent des réformes. Ils demandent aussi que les institutions calédoniennes assument leurs responsabilités. Mais il ne faut pas que les réformes se fassent au détriment des plus modestes, des petits. Nous avons mis en place une mission interministérielle avec une base à Paris, une base en Nouvelle-Calédonie auprès du Haut-Saria, et avec des Calédoniens qui travaillent notamment sur les questions de la jeunesse ou du rapport avec la police. Et l'idée, c'est d'aider par de l'ingénierie, de la technicité, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Au fond, l'État, il est dans un rôle là de soutien, d'aide, d'expertise, et on va continuer, c'est ce que nous demandent les acteurs économiques, parce qu'on a besoin de récupération. Et les 200 millions d'euros, vous traduirez ça en francs pacifiques, pour que les communes puissent reconstruire leurs bâtiments brûlés, ça sert aussi, et on est en train de délivrer les mandats, ça sert aussi à la récupération économique, parce qu'il faut aider le secteur du BTP. C'est de l'emploi derrière aussi. Un mot sur le nickel. L'avenir, c'est la transformation ou l'exportation de nickel ? Il faut que l'économie sorte de ce qu'on a appelé le tout nickel, mais ça fait longtemps. Il faut l'économie bleue, l'économie verte. Il faut que l'agriculture, j'ai beaucoup vu les éleveurs et les pêcheurs, puissent récupérer cette autonomie alimentaire. Le tourisme, bien évidemment, les services, il y a tellement à faire. Je pense par exemple, il y a Canépat dans le Nord. Beaucoup de personnes âgées, notamment dans le Mot-de-Canac, dans les tribus qui sont isolées. Donc il y a un énorme travail à faire aussi dans les services à la personne. Mais en effet, le nickel, mais à condition qu'il y ait une nouvelle stratégie, parce que le nickel va mal. Des milliers d'emplois sont en jeu, des mines sont en très grande difficulté, une usine a fermé. Mais j'ai bon espoir, s'il y a une stratégie autour de l'exportation, en gérant toujours les retombées évidemment sociales et environnementales dans les communes minières, j'ai bon espoir s'il y a des projets de reprise. Tout ça est évoqué avec Paul Néautine, le président de la province Nord, Sonia Baquès, la présidente de la province Sud, avec Alcide Ponga, qui connaît bien ces dossiers sur ce sujet-là, comme sur d'autres, comme président du gouvernement, et qu'on travaille tous avec le député Emmanuel Djibaou, qui s'intéresse beaucoup à ce sujet, parce que c'est majeur. Et je crois qu'on peut bâtir un projet autour du nickel. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de baisser le coût de l'énergie, avec une énergie décarbonée. Donc on y travaille. Alors, ce n'est pas pour demain, mais on y travaille. Il y a des repreneurs qui croient en la Nouvelle-Calédonie. La condition, c'est que la Nouvelle-Calédonie soit stable. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Je pense beaucoup à vous, parce que vous êtes une belle figure de ce journal, et je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée.